femmes dans les lieux d'accueil, ces choses qui inévitablement parfois provoquent l'exclusion. Et donc je trouve intéressant et que vous pointiez vraiment combien c'est vrai un apprentissage, mais qui n'est pas uniquement, enfin j'ose espérer, de l'ordre de la normalisation. En tout cas, les témoignages que vous ramenez ne sont pas de cet ordre-là. Ils disent plutôt qu'ils ont pu récupérer quelque chose d'une présence à soi. C'est quand même, je trouve intéressant. Mais nous, comme Marc-André avait dit tout à l'heure, c'est qu'on pense que ce qu'on a fait, c'est en amont aussi. Il y a tout un travail à faire une fois que cette personne-là retourne dans la communauté et pourrait aller, par exemple, je ne sais pas, même dans un appartement ou même dans une communauté thérapeutique. C'est que nous, il faut se rendre compte aussi qu'on a une clientèle que probablement une ressource comme une communauté thérapeutique ne pourrait pas accueillir. Pas tout de suite. Fait que c'est pour ça que nous, on est en amont. Et à ce moment-là, bon, peut-être que certains vont trouver que c'est peut-être pas très humain de faire ça, mais on a des gens qui n'arrivent pas à exprimer, même des fois, une demande simple, ou même ils sont pris par un tourbillon d'émotions et ils ne le savent même pas. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ce qui fait qu'avec un programme comme celui-là, on va très, très, très lentement. Et c'est exactement les mêmes, je dirais, le même procédé, les mêmes conditions facilitantes qui ont été nommées au cours des 2 dernières journées. Nous, c'est la même chose aussi. Si on réussit à établir un lien avec nos participants, on va y arriver. Mais on n'est vraiment pas à la même étape que ce dont vous pouvez parler. Mais c'est encore une fois, c'est une question d'établir un lien, même avec la personne la plus malade qu'on a sur nos unités. Je voulais vous demander aussi, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un impact sur les autres membres du personnel avec l'introduction de ce traitement? J'aurais tendance à dire oui, c'est certain. En fait, comme l'IPT est très intensif, et on en parle beaucoup, donc on parle de 2 séances par semaine, on parle de 1h30 par séance, on parle d'exercices de généralisation, les intervenants qui sont sur notre plancher n'ont pas le choix d'entendre parler de l'IPT. Ils voient où est-ce qu'on s'en va, où on est rendu, ils comprennent chez certains la logique, pourquoi on procède de cette façon-là. On ne peut pas demander à quelqu'un de gérer ses émotions s'il n'est pas capable de décoder son environnement. Donc toute cette logique-là, nos intervenants la comprennent, ce qui a pour effet d'avoir un impact sur leur pratique. Ça ne le fait pas chez tous nos intervenants, mais ceux qui vont être plus près de l'IPT, qui vont s'occuper de façon plus proche de nos patients ciblés, on va voir un changement dans leur pratique. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi avec l'IPT, c'est que ce qu'on fait, c'est les exercices qu'on présente sont des exercices qui sont adaptés avec nos patients. Donc, on n'arrive pas avec une série d'exercices à faire. Tout se fait en fonction de la demande du participant. Je donne un exemple. Lorsqu'on parle de gestion des émotions, donc on va revenir avec une situation qu'ils vont avoir vécue sur l'unité, par exemple. Donc, vous avez vécu une frustration par rapport à telle situation. On va la travailler ensemble. Lorsqu'on va parler d'un problème, ça va être un problème réel. Donc, ça peut être un patient qui sort et qui n'a pas réussi à prendre correctement l'autobus. Donc, comment on va faire pour travailler cette situation-là? Et ensuite de ça, on va aller le pratiquer dehors. Donc, toutes nos situations vont être basées sur vraiment des moments d'expérience que nos patients vont avoir vécu. Oui. Juste pour ajouter, parce que souvent on pense que c'est très, très, très directif, mais en même temps, c'est eux qui nous amenaient les émotions qu'ils voulaient travailler, ça vient d'eux. Ils disent, moi je ne sais pas quoi faire quand je me sens comme ça. Donc, on travaillait cette situation-là. Ou comme Marc-André a dit, si l'individu est sorti et il a manqué son autobus où il dit, j'arrive pas à me lever le matin moi, pour faire mes choses, on va le travailler ensemble. Et tout ça se fait en groupe. Donc, c'est le groupe qui s'assiste. Et c'est vraiment, c'est pour ça qu'il se crée une ambiance dans le groupe qui est très intéressante, parce que c'est le groupe qui décide ensemble des problèmes qui vont être travaillés et puis qui se donnent des moyens. Puis après ça, ils évaluent eux-mêmes leur stratégie, si on peut appeler ça comme ça. Puis il y en a un qui va dire à l'autre, mais ça, je l'ai essayé, puis ça ne marche pas, ou bien ça, fais ça, puis tu vas voir, ça va peut-être t'aider. Et c'est très intéressant pour ça. Moi, je voudrais dire que je suis vraiment très contente de participer à cet atelier parce que, eh bien, maintenant, après 2 jours, j'entends des mots comme travail social, collectif, réalité,
travail de la quotidienneté. Or, j'ai beaucoup entendu parler Freud, Lacan, et voilà, ce sont des références auxquelles j'adhère tout à fait. Mais il me semble que, autant dans les communautés thérapeutiques que quand on regarde ces 2 jours-ci, on a très peu parlé de travail social, on a peu entendu des assistants sociaux, on a entendu beaucoup de psy, avec tout le respect que je leur dois pour avoir travaillé beaucoup avec eux, mais où est le social finalement? J'ai pas entendu d'assistants sociaux, très peu. J'ai pas entendu de patients non plus, de bénéficiaires qui sont venus parler de leur expérience de la communauté thérapeutique. J'ai entendu beaucoup de discours, des discours très intéressants, mais des discours sûrs. Et voilà, je trouve que l'atelier ici redonne une dimension, une place au social qui, me semble-t-il, mais ça c'est mon avis personnel, a manqué un peu pendant ces 2 jours et qui pourtant est essentiel quand on travaille avec la psychose. Et Madame parlait des entendeurs de voix. Vous avez dit que c'est un travail de groupe, c'est du travail social collectif. Eh bien, ça me fait du bien. Merci. Merci pour votre remarque. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Moi, j'avais relevé certaines choses là, de votre exposé que je trouvais très intéressant. Je vais y aller un peu comme ça dans le désordre, je vous laisse réagir après, mais je trouvais très intéressant tout de suite d'emblée ce que vous avez dit par rapport aux voix, c'est le sens évidemment que les patients pouvaient avoir, pouvaient mettre sur ces voix qu'ils entendaient, et tout en leur donnant aussi ce que vous appelez ce savoir expérientiel. Donc ce sont eux, quelque part, les spécialistes des voix et pas les psys ou les psychiatres, etc. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Également tout ce qui est les fonctions positives dans les voix. Et alors ça, je voulais peut-être avoir votre idée là-dessus, parce que vous dites que c'est souvent en lien avec le trauma. Et est-ce que vous avez une hypothèse sur en quoi les voix pourraient être une tentative de guérison du trauma? Vous avez évoqué aussi la thérapie narrative, peut-être si vous pouviez en dire un peu plus à ce sujet-là. J'étais très sensible aussi à ce que vous disiez par rapport à ce trialogue avec les voix. Donc c'est vraiment le dialogue entre le thérapeute, le patient et sa voix. Donc ça donne un mouvement, je trouve, beaucoup plus très intéressant. Alors moi, une question que je me pose aussi, parce que vous dites il y a X% de la population qui entend des voix, mais est-ce qu'en fait c'est pas 100% de la population qui aurait des voix intérieures, et puis qu'il y a des gens qui sont peut-être plus sensibles, ou qui les entendent plus facilement que d'autres, mais qu'on aurait tous quelque part quand même cette voix intérieure, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut avoir comme expérience aussi. Et je me demandais s'il y avait eu aussi des recherches, des études sur ce que les thérapeutes entendent comme voix quand ils sont en lien avec les patients. La voix intérieure du thérapeute, qu'est-ce que la voix intérieure du thérapeute peut avoir comme effet dans ce trialogue ou quadrilogue, alors je ne sais pas comment il faut le dire à ce moment-là. Et alors, dernière question aussi, bon, j'ai un peu mis tout ça dans le désordre, mais est-ce que vous avez aussi les mêmes remarques, les mêmes expériences avec tout ce qui est hallucination visuelle? Je vais commencer par votre dernière question. Oui. En fait, moi j'ai travaillé aussi dans le monde de la réadaptation physique, dans un institut de réadaptation physique. Et concernant les hallucinations visuelles, on rencontre énormément de cette expérience-là chez les personnes qui ont des séances de dégénérescence maculaire. Donc, on dit qu'environ 40% de ces personnes-là vont développer des hallucinations visuelles, alors des images, même si leur vision est extraordinairement réduite, c'est-à-dire juste un petit faisceau de vision, il leur apparaissent des images très, très claires. Donc, le lien qui est à faire peut-être avec cette expérience-là, qu'on explique peut-être mieux, on essaie moins d'aller faire le psychiatrique comme on fait avec des voix, ça peut quand même occasionner une détresse très importante, dépendant des croyances et dépendant comment on va percevoir l'expérience et dépendant évidemment comment l'expérience va être vécue. Donc, si je vois une super belle fleur, c'est bien. Et si je vois comme une personne voyait des vers de terre dans son assiette, c'est un peu moins drôle. Donc, c'est un peu le parallèle avec les voix. Donc, si les voix sont bienveillantes, ou si elles m'aident dans mon travail, par exemple, dans une publication que j'ai faite, je mentionnais justement une personne qui est médium. Donc, elle, ses voix lui parlaient des
consultation, donc c'était hyper positif. Et elle a toujours interprété que ses voix l'avaient empêché de décompenser. Elle n'a jamais fait de décompensation psychotique. Elle n'a aucun diagnostic psychiatrique, aucune consultation psychiatrique. Donc, c'est un peu les phénomènes. C'est sûr que chez les personnes que nous, on voit, c'est des personnes atteintes de schizophrénie. Je parle dans les groupes qu'on a montés. Les personnes qui n'ont pas de détresse ne viennent pas nécessairement dans ces groupes-là. Là, c'est un peu normal. Mais c'est surtout des voix qu'elles entendent. Mais il y en a qui ont toutes les perceptions. Une jeune femme, d'ailleurs, dans nos groupes, celle qui s'est le plus rétablie, qui s'est le mieux rétablie, avait toutes les perceptions sensorielles. Donc, elle sentait son abuseur, elle avait l'impression qu'il le touchait, elle le sentait, elle l'entendait, elle le voyait. Donc, à la suite de notre groupe, qui n'est pas un groupe thérapeutique, cet homme-là le voyait, il était 7 pieds. À la fin, il était rendu petit comme ça. Et aujourd'hui, elle est père aidante à l'Institut universitaire de santé mentale. Donc, elle a fait un jeu extraordinaire. Je ne dis pas que c'est uniquement notre groupe qui a participé à ça. Il y a plusieurs étapes quand je parle du multimodal. Donc, dans le trialogue avec les voix, bien ça, c'est vraiment une expérience de Ron Coleman, qui est un, comme je vous disais, des membres fondateurs du mouvement international, qui favorise cet aspect-là où on peut effectivement rentrer en contact avec les voix des personnes. Mais j'ai aussi assisté, je ne sais pas si vous le connaissez, Jérôme Favreau, qui est suisse, je ne sais pas si vous avez lu, il s'intéresse beaucoup au phénomène des voix. Il utilise ce que je n'ai pas nommé, là, mais qui est de plus en plus utilisé, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est d'inspiration orientale et de plus en plus on utilise ces formes de thérapie ou du moins de philosophie orientale qu'on intègre dans des thérapies comme Marshall Linehan fait entre autres avec les personnes qui ont un trouble de personnalité limite. Donc, moi, je l'ai vu utiliser la pleine conscience où on fait de la relaxation avec la personne et il faut le faire sur le thérapeute soi-même, sinon ça ne fonctionne pas. Et le jeune homme s'est mis à parler de ses voix et lui a dialogué avec sa voix directement. Et là, on arrive avec un travail thérapeutique, je peux vous l'avouer.